Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de la semaine où aujourd'hui, du coup, on va parler plus globalement des personnes qui ont fait des études de sciences humaines, de lettres, de sociologie et finalement comment intégrer le monde de l'entreprise. Et on va bien évidemment parler de différentes compétences qu'elles peuvent acquérir à travers le digital. Moi, je suis Maxime Leduc, je suis le responsable du service admission d'une école qui s'appelle Ionis STM, qui est une école qui forme du coup sur cette double compétence, donc à la fois gestion et digitale. Et je suis aujourd'hui accompagné du coup de Kevin De Coster, qui travaille avec moi au service admission. Bonjour Kevin. Bonjour Maxime, donc Kevin De Coster, chargé d'admission et de partenariat au sein de l'école Ionis STM. C'est très bien. Alors, il y a également Cécile Francard qui va nous rejoindre, justement, qui arrive au bon moment, qui du coup est la directrice de l'école Ionis STM, qui est une école qui s'est créée il y a 18 ans. Et on peut dire, bienvenue Cécile. Bienvenue à tous, bonjour. Voilà, c'est une école assez historique et tu es là depuis assez longtemps aussi, donc on va profiter de ton expertise aujourd'hui sur ce sujet à travers les sciences humaines et digitales. Tout à fait, avec l'expérience des anciens qui sont passés par chez nous, qui sont déjà dans ces, dont certains étaient déjà issus de ces filières. Exactement. Alors, je propose qu'on commence un peu par une question pour rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est souvent la première question qui vient, c'est finalement vers quelle formation se tournent les étudiants qui ont suivi, alors globalement des études de sciences humaines ou de lettres, en poursuite d'études. Alors ça c'est donc sur la diapo que vous voyez, et j'ai repris d'ailleurs l'information mise à jour. Les effectifs à peu près d'étudiants dans ces disciplines, sciences humaines et sociales, littéraires, des disciplines aussi comme la géographie ou l'histoire, représentent globalement 20% des effectifs nationaux de licence à l'université, ce qui est considérable. Hein. C'est vrai que typiquement dans les sciences humaines et sociales, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont commencé par des concours comme PACES, et qui finalement n'ayant pas, malheureusement, c'est des concours, hein, c'est comme ça, possibilité d'intégrer la suite des études, repartent vers de la psycho, voire de la sociologie, parce que c'est en lien aussi un peu avec l'humain de manière différente, mais c'est de la prise en charge d'individus, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde aussi qui sont dans ces filières-là, et quand ils ont commencé en licence, souvent ils continuent en master, hein. Et alors même s'il y a des sélections après la licence, en particulier en psycho, hein, tout le monde ne peut pas continuer derrière en master, mais il y a quand même pas mal de masters universitaires, et là on monte à 30% des effectifs, hein, parce que généralement c'est des gens qui commencent un cursus et qui vont aller jusqu'à un bac plus 5 minimum. Et puis après le master universitaire, vous avez plusieurs choix. Donc, soit vous cherchez en effet du travail directement à l'issue de la formation, et dans ces cas-là, vous allez essayer d'intégrer des instituts privés ou publics, faire du conseil, du recrutement, de l'audit, etc., voire aller dans l'enseignement et la recherche pour ceux qui y arrivent. Soit malheureusement, il arrive quand même souvent que vous soyez dans des postes qui ne sont pas en lien avec votre formation en direct. Alors, ce n'est pas lié qu'aux sciences sociales et humaines, hein, il y a d'autres formations, et je peux parler en connaissance de cause, qui sont issues de sciences exactes, où il n'y a pas forcément d'insertion professionnelle derrière, dans le domaine spécifique. Hein, parce que moi, je suis biologiste, typiquement, je suis allée jusqu'au doctorat, mais alors, je suis restée dans l'enseignement parce que c'est comment dire, une passion. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, mon domaine de prédilection personnelle et familiale, entre autres. Voilà, mais il y a très peu de biologistes qui vont jusqu'à la recherche derrière, qui vont travailler après sur de la paillasse. C'est la même chose en psychosociaux. Il y a peu de gens qui vivent correctement de leurs études de psychologie, de sociologie, ou alors s'ils arrivent à trouver des emplois, c'est vrai que c'est des emplois qui sont assez peu rémunérés par rapport à leur niveau de qualification. Pourquoi? Parce que plus il y a d'étudiants sur le marché, et qu'il y a moins de postes, enfin de diplômés, il y a moins de postes, forcément l'offre et la demande fait que intrinsèquement les salaires moyens vont diminuer. On a mis d'ailleurs, ça c'est
des choses, il y a les références, hein, le salaire débutant est globalement à 1 700 € brut mensuel pour un bac plus 5, donc c'est du brut, vous considérez que vous gagnez à peu près 1 500 €, 1 400, 1 500 € net à la fin du mois après 5 ans d'études. C'est quand même pas génial. Après, il y en a aussi qui arrivent à s'installer à leur compte, hein, pour faire de la prestation en libéral. Mais c'est pareil, il faut s'installer, il faut avoir une clientèle, il faut s'installer dans un endroit où il n'y a pas trop de monde dans le même secteur que vous. Voilà. Tout ça fait que c'est pas si simple, mais bon, si vous êtes dans ce secteur-là, en tout cas pour ceux qui sont en fin d'études, vous avez déjà dû vous poser la question. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur ce webinaire. Bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite, puisque j'ai un peu oublié en intro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on sera ravis d'y répondre. Si vous voulez également préciser votre parcours actuel, puisque les sciences humaines englobent beaucoup de choses, hein, comme on vient de voir, donc on pourra peut-être entrer plus dans des détails de parcours spécifiques et voir aussi les potentielles évolutions par rapport à votre parcours, puisque là, on est quand même sur une présentation assez générale au niveau des sciences humaines. Je sais que chaque parcours est important pour chaque étudiant et souvent ce sont des formations qui sont très intéressantes et qui valent de l'or. Il faut juste les transformer derrière vers le digital. Tout à fait. D'ailleurs, M. De Coster et M. Leduc vous parleront de la partie en fait, de l'accompagnement qu'ils font par rapport à ces profils-là, parce que c'est aussi dans l'intérêt d'expliquer à chacun ce vers quoi ils peuvent aller. Là, on fait de manière macroscopique, mais après, on le fait au cas par cas. Ça nous prend... Enfin, ça leur prend surtout pas mal de temps, mais au moins ils pourront vous dire un petit peu peut-être des exemples de personnes qui sont passées par chez nous et qui sont issues du même cursus que vous. Voilà. Moi, je suis sur la partie. Ah, j'ai pas fini. Pardon. L'autre possibilité après l'insertion professionnelle, on essaye de s'insérer sur le marché du travail, les masters universitaires vont vers le doctorat. Hein. Il y a quand même 11 000 personnes, 11 300 personnes, vous voyez sur la slide, qui vont vers le doctorat, soit 21% des effectifs de doctorat. Hein, pas d'étudiants en France, mais sur ce niveau-là. Le doctorat mène évidemment, normalement, principalement à l'éducation et à la recherche, ou alors permet juste d'avoir un niveau de qualification assez haut. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le sésame vers l'embauche, parce que malheureusement, même si vous êtes très qualifié, ça ne veut pas dire que vous avez des compétences métiers, vous avez des connaissances fondamentales et théoriques très avancées, puisque vous allez jusqu'à la partie doctorat, mais ça ne veut pas dire que vous êtes opérationnel en entreprise. C'est ça la différence entre les deux. Hein. Les biologistes, c'est pareil, c'était mon cas aussi. Hein. Vous avez tous les biologistes qu'on connaît bien, parce que c'est une autre filière de l'école avec lesquelles on travaille, ont des connaissances théoriques scientifiques très importantes, mais n'ont pas de connaissances métiers, de compétences métiers. C'est la différence entre les deux. Par contre, ce que vous avez, vous, les sciences humaines et sociales, lettres et autres comme compétences, on en parlera après, intrinsèques que vous ne savez pas forcément valoriser, pourront servir par la suite. On en parlera juste après. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, en sortant de master universitaire ou doctorat, vous allez avoir parfois besoin d'avoir un switch vers des compétences entreprises et donc de faire une formation spécialisée complémentaire qui va vous permettre de rendre vos connaissances opérationnelles. Et là, je pense qu'on peut passer à la suite. Une bonne transition. Mais avec plaisir, Cécile. Alors, justement, on va s'intéresser justement aux compétences qui vont permettre de se démarquer sur le marché du travail, comme tu l'as bien introduit, Cécile. Voilà. Donc, ce que vous ne savez pas, ou alors ce que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser, c'est que avec toutes les théories que vous avez appris, les modèles et tout ce que vous connaissez de votre parcours initial, il y a quand même une partie vous avez une partie de compétences qui n'est pas spécifique à votre formation, mais qui est quand même liée. Donc, quand on fait de la socio et de la psycho, on a quand même une bonne capacité d'observation et d'analyse, en particulier sur le côté humain, population, réaction, voilà, qui sont très importantes en entreprise. Pourquoi? Parce qu'en entreprise, vous ne faites pas juste partie d'une équipe, vous devez gérer un projet, vous devez écouter les autres, vous devez ressentir les choses qui se passent bien, ce qui ne se passe pas bien. Quand vous avez une équipe à gérer, ce n'est pas juste je fais mes tâches et je les applique et puis je respecte les délais. Il y a plein de choses qui sont liées aux qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences soft.
Non, les qualités personnelles. Voilà, les qualités personnelles qui sont très importantes et qui font parfois d'ailleurs et qui jouent pour beaucoup sur l'évolution professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est extrêmement bon dans son domaine expert et très très pointu, si socialement parlant et d'un point de vue personnel, on n'est pas très bon ou agréable ou autre, on ne va pas forcément aller bon. Voilà. Une question. Alors, nous avons une question tout à fait de Laura qui nous dit « Bonjour, pour ma part, je veux bien plus d'informations concernant la science politique en particulier. » Science politique, bon, alors, la science politique en particulier, c'est très spécifique, alors c'est très spécifique tout en étant large, mais en l'occurrence, c'est presque Julie qui pourrait en parler le mieux, puisqu'elle est issue de ce parcours-là. Alors juste peut-être si on peut demander à Laura à quel niveau d'études elle se situe, parce que les sciences politiques, tu viens de dire, c'est assez large, C'est large. Voir un peu l'expertise. En fait, ce qui est important aussi dans les sciences politiques, et je pense que tu l'as aussi résumé un peu, Julie, Cécile, pardon, dans les soft skills, c'est aussi vous, de par votre parcours, notamment en sciences politiques, vous avez cette capacité finalement à interagir avec beaucoup de personnes, à avoir une compréhension justement plus large des personnalités de chacun. Et donc ça, c'est un avantage qui va vous permettre par la suite d'intégrer des postes comme on va le voir dans le management et de pouvoir aussi s'orienter vers le digital, ce qui peut être tout à fait lié entre les deux. Et puis, alors je ne sais pas si Julie me contredira, ce qui est intéressant aussi dans la science politique, c'est la partie stratégique, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, et en particulier liées à la communication, qui sont très stratégiques. Parce qu'un terme est un terme, une construction de phrase peut faire dire un message qui est complètement inversé par rapport à une autre construction de phrase avec les mêmes mots. La communication, c'est très important. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de Julie? Parce que c'est d'ailleurs notre responsable de communication. Elle est juste derrière, en fait, hein, vous ne la voyez pas, mais et elle est issue de ce parcours-là. La communication en entreprise, c'est très important. Et d'ailleurs, on va vous parler des spécialisations, mais en particulier quelque chose qu'on va probablement développer à très court terme, c'est tout ce qui est communication brand content, c'est-à-dire communication de marque, communication d'entreprise, interne ou externe, parce que faire du community management pour une marque de sac à main, pas très stratégique, mais si vous faites ça, enfin, pardon, c'est très stratégique pour le commerce B2B, certes. Par contre, si vous parler de communication institutionnelle, de communication d'entreprise. Toutes les entreprises communiquent sur les réseaux sociaux maintenant, même sur les nouveaux réseaux qu'on voit se développer maintenant. Ce n'est pas que Twitter, LinkedIn pour ceux qui disent autrement. Cette communication, elle est extrêmement importante. Donc, les sciences politiques, ils ont cet intérêt de comprendre la stratégie, de connaître comment réagissent les personnes entre elles, la population, les leviers, etc. L'avantage que nous, Ionis-STM, peuvent apporter sur certains aspects, c'est que la communication, les écoles de commerce le font très bien, les écoles de communication le font très bien, mais à un moment, il vous faut une valeur ajoutée supplémentaire qui est aussi la partie digitale. Donc, ça fait un peu peur, évidemment, à des gens qui sont issus de sciences politiques parce qu'ils n'ont fait que du littéraire, que du rédactionnel, que de l'analyse de documents. C'est déjà beaucoup de choses, hein, et c'est d'ailleurs le socle sur lequel on va s'appuyer. Mais maintenant, dans la partie digitale, il faut aussi connaître les outils, les comprendre, sans pour autant faire des lignes de code, mais savoir exactement comment, qu'est-ce qui est possible de faire et comment paramétrer les choses pour obtenir ce qu'on veut. La ligne d'arrivée, elle recule sans cesse, hein, dans la communication et dans le marketing. Vous avez toujours quelqu'un qui va aller plus vite que vous. Donc, c'est encore mieux si vous avez cette compétence digitale complémentaire qui n'est pas de l'informatique au sens technique, mais qui vous permet de comprendre les outils. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez vos compétences de stratégie liées aux sciences politiques, de rédactionnel, très importantes dans la communication. La partie organisation de projet avec la composante managériale, parce qu'en entreprise, on gère des projets, vous n'êtes pas tout seul sur un article, vous gérez une partie dans un projet. Et la compétence digitale pour avoir cette valeur ajoutée qui permet d'aller plus vite. Voilà. Merci beaucoup. Simplement, Laura a complété sa réponse en disant qu'elle passe seulement en L2 pour le moment, mais qu'elle réfléchit à son avenir, et notamment pour les masters et une insertion professionnelle après. Très bien, mais c'est bien en L2.
Non, alors c'est vrai qu'on prend à partir de Bac+2, mais l'idée c'était de, si vous souhaitez finir, valider, si vous souhaitez finir votre cursus, il n'y a pas de problème, vous venez après en M1, M2 chez nous. Si vous souhaitez... Oui, sinon il y a l'année préparatoire aussi que vous pouvez faire après votre licence, mais il faut avoir fini votre licence 2 quand même, parce que c'est obligatoirement Bac+2. Mais c'est bien d'y réfléchir, vous avez tout à fait raison, parce que souvent, quand on sort de bac, on choisit sa formation initiale parce qu'on a un intérêt vers la discipline, donc on va dire, bah, tiens, je vais faire un peu de chimie, tiens, je vais faire un peu de sciences politiques, tiens, je vais faire un peu de géographie, sans pour autant savoir ce qu'on veut faire derrière en se disant que ça viendra tout seul, ou alors en s'imaginant des choses qui sont malheureusement pas réalistes parce que personne ne vous y a préparé. Et du coup, voilà, et après, il faut y réfléchir un peu tardivement. Mais rien n'est, vous n'êtes pas la seule. Et en tout cas, c'est voilà, commencez par quelque chose qui vous intéresse, mais après, il faudra bifurquer vers la partie métier. D'autres questions? Merci. Pas de questions pour le moment. J'espère y répondre. De toute façon, on va parler d'insertion juste après. Mais voilà, je pense que tu as assez bien résumé, Cécile. L'objectif est finalement pas de devenir un expert dans le digital ou dans l'informatique en nous rejoignant, mais d'avoir une vision globale et de pouvoir allier soft skills, gestion de projet et digital dans un parcours qui facilite beaucoup l'insertion professionnelle. Tout à fait. Après, donc, bon, je pense que ceux qui nous regardent ont bien vu qu'on a parlé de l'observation et de l'analyse, mais après, il y en a d'autres qui sont exhaustivité, rigueur. Ça, c'est lié aussi à des gens, par exemple, qui font, quand vous faites des études de psychologie, vous faites beaucoup d'analyse de panels, de tableaux, d'analyse de paramétrage, etc. C'est important. Donc, l'exhaustivité, la rigueur. Empathie et écoute, c'est aussi très lié aux sciences humaines, hein, parce que souvent, c'est ce que je disais, les gens qui ont fait PACES parce qu'ils voulaient être médecins pour une histoire pas forcément pour le statut de médecin, mais parce qu'ils ont un intérêt à l'humain, est très importante, puisque finalement, on n'écoute bien que quand on est observateur et empathique, si je puis dire. Je résume un peu les choses. C'est valable aussi pour les écoles de commerce, ceci dit, parce qu'on prend, après vous allez dire, on prend tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Mais en l'occurrence, il y a aussi des gens en école de commerce qui ont besoin d'avoir une compétence digitale. Et dans les écoles de commerce, l'empathie et l'écoute, c'est très important aussi pour comprendre les besoins de son client. Voilà. Et puis, communication et technique rédactionnelle, on en a parlé en répondant à Laura tout à l'heure. Et ça vous paraît accessoire, mais je peux vous garantir que les techniques rédactionnelles sont très importantes parce que malheureusement, c'est une compétence qui se perd. Alors, je suis un peu la psychopathe de l'orthographe. L'équipe le sait bien, mais en l'occurrence, même si vous êtes le meilleur du monde et que vous faites une faute par mot, ben, vous perdez en crédibilité, donc c'est important. Et surtout, si vous communiquez l'image à l'extérieur, vous devez être carré sur cette partie-là. Voilà. On va passer à la suite. Alors, on va parler plus de numérique et de digital, qui est différent de l'informatique, comme tu l'as bien dit, Cécile. Oui, alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, alors, ne partez pas, hein, pas la moitié des gens, mais parce que l'informatique, dès qu'on met l'informatique, ça fait peur à tout le monde. Mais en l'occurrence, ce qui était là quand j'ai répondu à Laura, c'est une valeur ajoutée importante pour n'importe quel communicant. Maintenant, qui ne maîtrise pas les outils, que ce soit des outils de gestion de projet en entreprise, de gestion des talents, de gestion de la communication, il y a des outils techniques qui nous permettent d'avancer. Alors, ce qui est super actuellement, c'est qu'il y a des outils qui sont un peu standardisés qu'il va falloir adapter aux entreprises. Avant, chaque outil avait son entreprise, chaque entreprise avait son outil spécialisé, il fallait passer par des sociétés qui créaient un logiciel exactement pour l'entreprise 1. L'entreprise 2 avait un logiciel qui était créé exactement pour l'entreprise 2. C'est comme si chacun avait une voiture qui était construite différemment par des constructeurs différents alors qu'ils allaient dans la même direction. Donc on perdait un temps dingue. Maintenant, on a des outils qui sont un peu standardisés et qui permettent d'être paramétrés par les entreprises en fonction de leurs besoins, qui permettent surtout de faciliter la communication entre les services à l'externe et à l'interne, et d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus agile. C'est le mot à la mode en entreprise, agilité, vous voyez, c'est marqué. Mais si vous voulez être concurrentiel, il faut être agile. Si on est sur des processus trop longs, on perd du temps et on perd des parts de marché. Ça, voilà.
Donc, pour les sciences humaines et sociales, quels outils se développent de plus en plus? Ce sont des outils qui sont principalement liés à la gestion des ressources humaines et la gestion des talents en entreprise, à la conduite du changement, à la transition en fonction des gens qui partent en retraite et de la gestion des talents en amont, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Toutes les problématiques de recrutement pour pouvoir recruter les bonnes personnes sur les bonnes compétences, avec une formation qui correspond. Enfin bref, ce sont des outils numériques, mais il faut les paramétrer. Donc, on ne les paramètre correctement que quand on connaît la partie métier. Donc, les compétences que vous avez justement en gestion des talents, donc connaissance des compétences sociales, des compétences humaines, des leviers, de la gestion des conflits, tout ça peut être intégré finalement dans les outils numériques et faire en sorte que l'outil puisse alerter sur telle problématique, puisse se dire tel candidat c'est le mieux parce que même s'il n'a pas la formation parfaite qu'on attendait, tout ce qu'il y a dans son paramétrage permet de dire que ce sera la bonne personne pour le projet plutôt que juste de regarder le CV en disant il me faut telle formation et telle expérience. Ça permet de se dire voilà, de la gestion des talents des salariés, alors de se dire lui il a telle potentialité d'évolution au sein de l'entreprise en fonction des projets. Il pourrait remplacer telle personne alors que ce n'est pas forcément lui qu'on aurait défini au départ. Ces outils-là permettent de fluidifier la communication, permettent aux gens aussi de communiquer entre eux, permettent de savoir par exemple si l'équipe est dans un bon mouvement positif vers le projet, si tout se passe bien, comment ils se sentent. Il y a pas mal de labels d'ailleurs qui se sont développés un peu là-dessus, des labels comme Best Place to Work. D'ailleurs, on a fait intervenir le fonds de Bertrand Bailly, qui est de Davidson Consulting, qui a été labellisé sur label Best Place to Work, c'est-à-dire les salariés sont très contents de travailler pour cette compagnie, ils se sentent bien, ils évoluent correctement, etc. Et c'est une bonne transition. Alors vous allez me dire que c'est bizarre, mais en effet, je n'avais pas calculé le truc. Mais en effet, nous avons notre petit trophée, je ne trouve pas mes mots, pardon, qui vous montre aussi que les écoles maintenant font aussi des labels de Happy at School, les étudiants sont contents d'étudier chez nous, sont contents de la façon dont ils sont accueillis et accompagnés. Nous étions donc cette année 3e sur les 100 formations éligibles dans la catégorie 3e cycle, enfin master, MBA, master spécialiste. Voilà. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire, je digresse un peu, mais que il y a beaucoup de choses dans le numérique qui ne sont pas du code, qui ne sont pas de l'informatique, qui ne sont pas des tableurs Excel, mais qui, avec les compétences que vous avez dans la partie socio, RH, langue et autres, sont nécessaires pour paramétrer des outils. Je prends souvent, si je pouvais m'interrompre, mais je prends souvent l'exemple de l'architecte d'une maison. Quand vous construisez une maison, vous avez besoin de construire une maison sur un terrain. Vous faites appel évidemment à un architecte parce que même si vous savez la maison que vous voulez, avec 3 étages, un jardin, un garage, que vous avez besoin de 2 salles de bain, vous êtes bien embêté parce que vous vous dites comment je vais commencer, voilà. Vous appelez pas vous-même les plombiers et les maçons pour faire les murs. Ou alors c'est que vous êtes très très bon en bricolage ou alors un peu inconscient. Un bon réseau. Non, en vrai, on prend souvent un architecte aussi pour des histoires réglementaires. Et l'architecte, il ne sait pas faire les soudures, il ne sait pas faire les prises de courant, il ne sait pas faire de la toiture, mais par contre, il sait coordonner les métiers, il sait qu'on ne peut pas faire, je sais pas, un plafond à 5 mètres de haut et un autre à 1 mètre de haut, parce que sinon on ne peut pas passer. Il y a plein de choses comme ça, il coordonne les métiers et vous livre la maison. Et finalement, nous, ce qu'on forme, c'est un peu ça, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de faire l'interface entre les besoins de l'entreprise, les besoins du service ressources humaines, les besoins du service de recrutement, les besoins de plein de services, et les informaticiens qui vont faire les lignes de code et l'outil. Et vous allez vous dire, un architecte qui sait qu'on ne fait pas la peinture avant de faire la plomberie.
Sinon, vous bousillez votre mur. Il faut tout recommencer. Donc là, il sait qu'il faut faire intervenir le plombier, puis le peintre, puis celui qui fait les sols. Je ne suis pas architecte, mais globalement, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pareil, c'est-à-dire vous, il faut que vous ayez des compétences techniques pour comprendre ce que font les informaticiens et vous dire que c'est comme ça, dans cet ordre qu'il faut faire, et puis comprendre les besoins métiers pour que tout aille vite, parce qu'il y a un projet sur 2 en digital, alors peut-être un peu moins maintenant, qui ne voit jamais le jour parce que les gens ne sont pas capables de parler entre eux. Un plombier n'arrive pas à parler à celui qui veut se construire sa maison quand c'est une construction. Il va poser des questions, le client qui veut sa maison ne sait pas y répondre. Voilà. Bon. Ok. Très bien. Voilà. Et comme en fait, on est parti dans tous les sens, mais je pense que l'idée, c'était de répondre un peu sur la partie terrain qu'on connaît aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu de personnes qui ont la capacité d'avoir des compétences digitales et des compétences métiers. La partie informatique digitale, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des secteurs qui recrute le plus. Et du coup, si vous y ajoutez une compétence métier, vous devenez quelqu'un de rare sur le marché et non pas vous ne faites pas partie des quarts de gens et des trains de gens qui sont sur le marché juste avec un domaine. Vous faites partie des gens rares et intrinsèquement, si vous faites partie des gens rares, vous faites partie des gens chers. Et du coup, vous avez évidemment une proposition salariale en sortie de formation qui est bien supérieure à de la formation que vous aviez initialement, puisque là, on est sur des moyennes qui sont au-delà de 3 000 € bruts mensuels. Voilà. Oui. Alors, nous avons une question de Kali qui nous dit « Je termine mon M1 sociologie. Est-ce que c'est possible d'intégrer l'école en dernière année directement et est-ce que ça permet tout de même de développer assez ses compétences digitales ?» Alors, je vais peut-être laisser la parole à M. de Coster ou M. Leduc. Oui, c'est possible, ils vont vous expliquer comment. On a l'habitude, tout à fait, sans aucun problème. Alors en fait, vous pouvez tout à fait intégrer avec un Bac+4 en sociologie directement en dernière année chez nous. Comment on s'organise? Nous, on est sur une formation en admission parallèle MBA 2 qui est sur 8 mois, donc de octobre à début mai. Début octobre à début mai. C'est décomposé en 2 parties. Vous avez une première partie qu'on appelle la mise à niveau, justement, qui est dédiée pour les admissions parallèles et notamment ces profils-là, où on va justement vous former pendant 3 mois aux outils du digital et à la gestion de projet, également un peu de vie d'entreprise. L'objectif est bien évidemment, comme on l'a dit avant, c'est pas que vous deveniez un expert sur chaque outil digital, mais que vous compreniez son fonctionnement et que vous puissiez interagir avec différents profils. Et vous avez, à partir du mois de janvier, une spécialisation qui commence au sein du système de manière à vous orienter sur des métiers un peu plus spécifiques. Alors, on a fait le lien entre les ressources humaines et l'informatique ou le digital, si je peux dire, donc avec une spécialisation en sciences humaines et sociales qu'on a au sein de l'UNICSTM. On a bien évidemment d'autres spécialisations. Ce que je vous invite après, on en reparlera à la fin, mais si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous voulez qu'on fasse une présentation plus personnalisée par rapport à votre parcours, ne pas hésiter à nous contacter. Et M. de Coster ou moi-même serons ravis de pouvoir échanger avec vous. D'autres questions? Non, non. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on n'a pas sorti ça de notre chapeau. Hein. Pourquoi on a créé cette filière-là? Parce qu'en fait, on a eu déjà le cas de personnes qui, après sciences humaines et sociales, lettres, géographie, histoire, etc., d'eux-mêmes sont venus nous voir. Et à l'époque, en plus, on était sur des filières qui étaient vraiment informatiques, en se disant, il faut vraiment que je trouve une solution. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un potentiel important pour ces profils-là qu'ils ignoraient eux-mêmes. Et on a surtout travaillé avec des entreprises qui ont embauché ces gens-là, qui étaient issus de sciences humaines et sociales et diplômés chez nous, qui avaient besoin justement de profils comme on formait, c'est-à-dire des gens qui avaient la compétence à la fois sciences humaines et sociales littéraires, digitale et gestion de projet. Et ils n'arrivaient pas à les recruter, en fait. Ils avaient soit que des gens qui faisaient du digital, mais qui ne comprenaient rien à la partie métier, et soit des gens qui n'avaient fait que des sciences humaines et qui ne comprenaient rien à la partie digitale. Et comme toutes les entreprises ont besoin d'avancer rapidement, ont besoin de travailler avec les bonnes personnes,
il y a des cabinets de conseil qui ne font que du recrutement, hein, typiquement, et ils ont besoin de personnes qui comprennent et qui aient des outils adaptés. Donc, ils ont des problèmes. Voilà, c'est avec eux qu'on a construit ça, donc des cabinets spécifiques dans le digital pour les sciences humaines, et on a aussi travaillé avec des gros groupes multinationales publics et privés, que je ne peux pas citer, mais qui, dans les grosses infrastructures, vous savez, surtout liées à des problématiques transport, logistique, industrielle, vous avez besoin d'avoir ces outils parce qu'il y a tellement de salariés, il y a tellement de projets qu'il faut pouvoir communiquer de manière fluide. Et en plus, avec le télétravail qui s'est développé et ce qui s'est passé, c'est encore plus le cas. C'est ça. Alors, juste avant de passer à la suite, on va peut-être libérer Kevin, parce qu'il a un rendez-vous coaching. Merci, c'est gentil. J'ai monopolisé, je suis navrée. Mais bon, après, voilà. Bonne journée à tous. On fait également du coup des admissions, du coaching pour les étudiants, pour la mise en valeur de leurs compétences et surtout bien mettre en valeur leurs soft skills et la préparation aux entretiens. Voilà. Donc, c'est si on passe à la suite. Mais oui, en effet, si vous prenez contact avec nous, vous aurez la possibilité d'interagir avec d'autres personnes. Je parle beaucoup. Quels sont les métiers accessibles au SHS dans le digital? Alors là, c'est là où... Voilà, on va passer vite. Hein. L'idée, c'est que après, on vous donne éventuellement le support pour ceux que ça intéresse, mais ça vous donne un peu une vision de tout ce qui est possible et surtout de tout ce que vous ne connaissez pas au départ. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, dans le digital, il y a toute la partie technologique, numérique et informatique. C'est les outils numériques dont je parlais en entreprise. Alors, je vais dire un gros mot, mais souvent, c'est ce qu'on appelait les progiciels. Ça s'appelle des systèmes d'information. Mais tout ça, retirez-vous en disant, ne vous dites pas, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Encore une fois, c'est des outils numériques pour fluidifier la communication. Ça reprend tout ce que j'ai dit avant. Simplement, il faut les appeler à un moment système d'information, parce que c'est comme ça, technologie numérique. Évidemment, il y a toute la partie Internet, web, avec toutes les problématiques de communication, comme je parlais, tous les outils d'optimisation digitale, et qui est transposé maintenant, évidemment, sur la partie mobile. C'est-à-dire que quasiment tout le monde a une application, que ce soit sur des applications sur des banques, des voyages, etc. Mais même sur les applications de votre entreprise, l'outil d'entreprise a une application sur votre smartphone. Hein. Voilà. Ça permet notamment de travailler sur l'expérience client, l'expérience utilisateur, qui sont aussi assez importantes. Hein, et c'est vrai que souvent les profils issus de sciences humaines ont cette capacité aussi à se mettre de l'autre côté, du côté utilisateur, et donc c'est vraiment des métiers vers lesquels on va. Exact, c'est des choses dont je n'ai pas forcément parlé en détail, mais on va le voir après. Donc ce qu'on appelle l'UI/UX, donc User Interface, User Experience, c'est hyper important, parce que si vous êtes sur un site web, ça vous est forcément arrivé, ou une application, et vous mettez 50 ans à trouver le bouton pour revenir en arrière, ou l'information qui vous manque, et puis que ça finit par être fermé, et puis que vous revenez, ça ne marche pas, etc. C'est hyper important. Un informaticien, il va peut-être essayer de faire un truc ultra technique qui arrive à une information super ciblée, mais si le chemin pour y arriver est ultra compliqué, ça va perdre tout le monde. C'est vrai que j'en ai pas suffisamment parlé, c'est des choses qui se développent depuis pas très longtemps, ce qu'on appelle l'ergonomie aussi, c'est un peu ça. Je dis juste ça parce que j'ai reçu un candidat il n'y a pas longtemps qui va se tourner vers ça, qui est issu de sciences humaines et sociales, mais on avait dit qu'on restait global encore une fois, donc j'en profite pour donner un petit exemple, mais pas de souci. On passe au métier. Alors. Oui, on passe au métier, mais de manière très rapide. Donc, vous voyez, il y a des métiers dans plein de domaines différents qui sont liés justement à la modélisation, conception, à ce qu'on appelle la gouvernance, la conception des systèmes d'information, c'est-à-dire tout ce qui est l'architecture macroscopique des outils. Hein, donc ça, il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a la partie fonctionnelle métier, donc c'est comment justement l'utilisateur va faire son chemin pour arriver à tel outil, qu'est-ce qui manque comme paramètre, est-ce qu'il ne manque pas justement un paramètre sur cet outil qui permet d'avoir juste pas l'ancienneté du salarié dans son entreprise. S'il manque cette notion-là, ça va votre donnée, elle n'aura plus la même valeur. Hein. Voilà, c'est penser à plein de choses où on se dit, par exemple, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache pour avoir un outil qui soit utile.
Et après, bon, il y a la partie un peu plus technique qui est liée à la partie test, parce qu'il faut faire de la qualification et du test, la partie sécurité. C'est pareil, les sociologues ne savent pas non plus qu'ils ont des compétences intéressantes dans les politiques de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes pratiques. Les sociologues connaissent les réflexes et parfois la facilité un peu qu'ont certains à se dire oh, c'est pas grave, ou je change pas mon mot de passe, ou pourquoi il m'embête à fermer la porte de mon bureau. Enfin, c'est des petits exemples. Mais en gros, les politiques de sécurité en entreprise, c'est des outils qui sécurisent les données d'un point de vue technique, mais aussi beaucoup de politiques et de pratiques de sécurité. Et ça, il faut être capable de les transmettre correctement aux équipes. Exactement, on est en plein dedans avec la RGPD qui évolue continuellement. Continuellement. Et à la fois, il faut qu'on puisse garder une certaine partie de données pour les écoles, parce que c'est important sur une durée réglementaire. Et à la fois, il faut faire attention à ce qu'on a comme données, ce que les entreprises récupèrent comme données. Exactement. Voilà, enfin, globalement, c'est un panel de métiers qu'on a mis, vers lesquels vous pouvez vous tourner. Alors, comme on l'a dit, c'est le moment où ça peut vous faire un peu peur, parce que c'est vrai que c'est des métiers comme ça, dès qu'on n'a jamais fait de digital, qui peuvent paraître assez techniques. Mais au fur et à mesure des années, en ayant cette compréhension du digital, vous allez pouvoir vous tourner vers ce type de métier. Ce que vous pouvez faire déjà peut-être dans un premier temps, si vous voulez vous renseigner plus en détail, n'hésitez pas à aller voir les fiches justement de ces métiers, voir quels sont le quotidien de ces personnes. Et après, nous, on vous expliquera comment on va vous former finalement à travers ces métiers. Tout à fait. Même s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est normal aussi. Hein. Vous êtes issu d'une formation où vous avez été expert sur un domaine. Là, on vous parle de compétences métiers, donc vous ne connaissez pas tout. Et en plus, en entreprise, on a une fâcheuse tendance à mettre des acronymes. Donc, nous avons une question. Nous avons une question effectivement de Benjamin qui nous dit « Je n'ai pas bien compris quel est le diplôme que l'on reçoit à la fin ?» Exactement, on n'en a pas encore. On n'en a pas encore parlé parce qu'on était sur la partie métier, mais ça, Maxime ne répondra. Bon, je peux y répondre maintenant. Alors en fait, nous, si vous voulez, on prépare à ce qu'on appelle un diplôme RNCP. Alors, pour normalement des universitaires, vous ne savez pas ce que ça veut dire RNCP, donc ça veut dire en fait Registre national des certifications professionnelles. À la différence de l'université où vous validez des acquis académiques et vous dépendez du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Là, nous, on dépend plus du ministère du Travail, puisque le ministère du Travail a décidé de créer ses propres certifications. L'objectif, si vous voulez, était que, à travers ces certifications, un étudiant, quand il sort d'un cursus, puisse directement être opérationnel en entreprise. Donc, qui, finalement, ait des compétences pour intégrer l'entreprise et le marché du travail. Donc, ce que fait le ministère du Travail, bien évidemment, ils font des enquêtes auprès des écoles. Ils vont bien évidemment surtout regarder au niveau des anciens étudiants qui sont sortis. Est-ce qu'ils ont trouvé du travail rapidement en sortie d'études? Et est-ce qu'ils ont bien évidemment une rémunération qui est en adéquation avec le marché du travail et qui progresse en fonction des années, bien évidemment, de leur expérience professionnelle. Donc, nous, on vous forme exactement sur un titre d'expert en management des systèmes d'information, qui est un titre de niveau en France, qui est le plus haut niveau, puisqu'il équivaut à un niveau Bac plus 5. Et nous sommes également sur un titre de niveau 7 en Europe, qui est aujourd'hui le deuxième niveau après le doctorat. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié dans la précipitation. Je ne sais pas si Cécile le tout dit. Non, mais en gros, ce qu'il faut retenir pour la différence entre les deux types de formation, c'est qu'il y a une formation qui est liée au programme, qui est votre formation souvent universitaire, elle est très liée au programme de formation. Et nous, on est sur une formation professionnalisante qui est liée à l'acquisition de compétences. Je reprends la même chose. Et quand on monte les dossiers, ils font encore une fois des enquêtes, on n'a pas nécessité de mettre d'ailleurs le programme détaillé, on doit lister les compétences que les étudiants ont acquis à la fin de la formation. Voilà. Donc, on a une obligation d'insertion professionnelle, tout ça pour vous dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on forme des gens et que sur les enquêtes, il y en a la moitié qui sont au chômage, on n'est plus certifié, sachant qu'il faut qu'on renouvelle les dossiers tous les 3 à 5 ans.
Et du coup, c'est pour ça que dans notre stratégie, on est beaucoup en lien avec les entreprises. On va un peu en amont chercher les besoins. C'est pour ça qu'on a des spécialisations aussi qui évoluent. C'est pour ça que cette année a été créée la spécialisation en sciences humaines et sociales, puisque c'est des demandes qu'on a de plus en plus au niveau des entreprises. Et ça se voit aussi à travers globalement l'insertion professionnelle qu'on a chez UNISSTL, puisque en sortie d'études, on est sur des statistiques d'insertion qui sont de l'ordre de 80% d'étudiants qui sont placés en entreprise. Et dans les 6 mois sortis d'études, alors ça varie selon les années, entre 95 et 98% d'étudiants placés dans les 6 mois sortis d'études. Donc ce sont vraiment des compétences qui vous mènent vers le marché du travail. Et pour nous, bien évidemment, c'est tout à fait important et primordial que vous soyez derrière l'entreprise pour justement montrer qu'on vous forme bien. Et une petite aparté aussi, on va essayer de ne pas dépasser le temps. Sachez qu'avec la crise de Covid, on avait beaucoup de stress sur l'insertion professionnelle des gens qu'on vient de mettre sur le marché, puisqu'ils ont terminé en mai. Et on a fait un petit sondage, des rencontres, c'est la semaine dernière. Et on est ravis de constater qu'en termes d'insertion professionnelle, ça n'a pas bougé significativement par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui sont en recherche d'emploi. Après, c'est vrai que c'est lié au secteur, on n'est pas dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, on forme au digital, à l'informatique, aux biotechnologies et à l'énergie, ça fait partie des secteurs qui de toute façon vont se développer, quoi qu'il se passe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'insertion professionnelle qui prime, c'est un titre, pour résumer, RNCP niveau 1, français niveau 7 européen. Inscrit au journal officiel et rattaché par la certification France Compétences qui fait foi au ministère. Oui. Nous avons une autre question de Pauline qui nous demande « Bonjour, vos profs viennent-ils tous de l'université ?» Alors, bonjour Pauline, c'est le nom de ma fille. Ouais, du coup, je réponds. Voilà. Non, pas du tout. En fait, c'est un peu l'inverse. Vu qu'on fait de la formation professionnelle, on s'entoure de professionnels. C'est-à-dire qu'on s'entoure de personnes qui sont en poste, ce sont des appels des intervenants, qui sont en poste en entreprise, qui exercent le métier sur la compétence qu'on recherche. Donc, il va y avoir des gens qui sont des chefs de projet, des chefs de produits, des avocats, des financiers, etc. Des PMO, Project Management Officer. Voilà, enfin plein des métiers bien spécifiques. Et il y en a globalement 150 à peu près sur les différents niveaux de formation et les différentes filières. Et ils viennent faire entre 3 heures et 15 heures de cours sur leur domaine de prédilection. Donc, c'est eux qui font les cours. C'est eux qui évaluent les étudiants en forme projet. On n'en a pas parlé, mais on est sur une pédagogie par projet. Les étudiants ne font pas des examens, mais ils font les études de cas qui sont corrigées par les intervenants et évaluées par les intervenants en français ou en anglais. Donc, l'idée, c'est de prouver à ses pairs, aux personnes avec qui vous allez travailler, que vous avez les compétences. Il n'y a pas de prof d'université, il n'y a pas de prof du secondaire. Il y a peut-être le prof qui fait de la mécanique, qui vient d'une école d'ingénieur, mais globalement, ce sont des professionnels en poste. C'est l'intérêt des choses. Voilà. L'évaluation en mode projet, il y a entre 25 à 30 projets à gérer sur l'année, c'est assez conséquent, mais ça vous permet aussi d'avoir différents rôles finalement sur ces projets et de pouvoir aussi à des moments être chef de projet, donc prendre ce côté un peu leadership et management, et d'autres projets où vous êtes plus en tant qu'assistant chef de projet, où là l'idée aussi de voir une autre vision à travers du management sur différents profils et pouvoir se situer à différentes étapes d'un projet, qui est assez important. Et ce qui est intéressant d'ailleurs pour les sociologues qui nous écoutent, c'est que comme on a plusieurs filières et plusieurs niveaux, et on fait de la mission parallèle, donc on a des gens qui viennent dans un environnement très différent, on mixte les équipes. Et c'est aussi l'intérêt, parce qu'en entreprise, vous ne travaillez pas juste avec vos copains ou juste avec les gens qui ont la même formation que vous travaillez avec des gens très différents. Et on apprend en faisant. Donc en fait, on apprend aussi aux étudiants à travailler avec des gens différents. Et on arrive à identifier, les sociologues doivent bien le savoir, évidemment, il y a des conflits, il y a des connivences, il y a de l'émulation dans les équipes tous les ans, et ils retrouvent ça en entreprise. Ceux qui ne sont pas sociologues ou psychologues de formation sont parfois étonnés.
pour ceux qui ont déjà cette notion-là, c'est intéressant. Alors du coup, vous avez une valeur ajoutée parce que ça peut aider aussi sur la gestion de projet. Il vous manquera la partie digitale, mais vous pourrez un peu, vous l'apprendrez, et puis surtout, vous pourrez coordonner des gens qui maîtrisent la partie digitale, mais qui n'ont pas la partie managériale et sociologique. C'est ça, je crois qu'on a le meilleur exemple de nous deux, toi qui as plus un profil scientifique et moi plus un profil de commerce de base, et on travaille tous les jours ensemble, forcément. Dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Passons vite au métier du digital aussi pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au web, au sens Internet, mais pas que. Hein. On retrouve UX, UI, hein, User Experience, User Interface Designer, ergonomie. Après, il y a une partie dev qui est très. Alors, figurez-vous aussi qu'on a des gens qui n'étaient pas du tout prédisposés à l'informatique et qui se découvrent un intérêt réel pour ça, parce que finalement, quand vous apprenez un langage informatique, ça s'apparente à apprendre une langue étrangère. Et on a aussi des gens d'ailleurs qui viennent de LEA, langues étrangères appliquées. Et du coup, apprendre une langue étrangère, ça peut être assez intéressant. On n'est pas forcément bilingue, mais ça peut être intéressant de découvrir ça. Donc, il y en a qui se découvrent un intérêt vers le digital. Et pour vous dire les choses aussi, il y a des gens qui rentraient pour faire du management pur et qui finissent par aller vers la spécialisation digitale, qui est connotée qui est moins dans la partie managériale du projet. Bref. Ça pour vous dire que vous êtes rentré par une voie, mais ça peut tout à fait bouger. Vous avez aussi des gens qui sont intéressants dans les sociologies, psychologies, etc., pour faire de l'analyse de données. Parce que vous savez que maintenant, on appelle les big data, il y a plein de choses sur les big data. On récupère plein de données, hein. Vous allez partout, on récupère toutes vos données où vous alliez, même si vous vous mettez en off, vous avez un téléphone portable et un ordi, de toute façon, vous êtes traqué et on regarde vos données, même si vous n'acceptez pas avec la RGPD, avec la Chine, de toute façon, vous aurez vos données laissées comme ça. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait des données? Il faut les qualifier, il faut s'en servir, il faut les analyser. Les informaticiens sont tout à fait capables de faire des modèles mathématiques pour ressortir n'importe quel paramètre, mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, eh bien, du coup, ça ne sert à rien, ces données-là. Donc, c'est important qu'on arrive à apprendre ce qui est important et identifier les choses pour transférer ça au cours technique, au profil technique, pour, voilà, et de savoir justement ressortir des choses. Ça marche dans les études cliniques, ça marche dans les études marketing, ça marche dans plein de choses. Pourquoi est-ce qu'une campagne marketing marche mieux qu'une autre? Avant, on testait un truc, puis ça pouvait être un flop, mais malheureusement, la campagne était lancée. Maintenant, vous pouvez lancer des campagnes identifiées en fonction des profils, etc. Vous l'avez vu sur vos réseaux sociaux. C'est ça, et d'ailleurs, c'est très bien pour les sciences humaines, puisque dans l'analyse de données, tu reviens dessus, mais il faut essayer de cibler et qualifier les bases de données, comme on a dit. Donc, ça peut être viser une tranche d'âge pour une société, un mode de consommation, une ville. Donc, voilà, tout ça, cette partie qualification, et arriver à bien finalement connaître son futur client. Oui, et puis parce que vous vous intéressez au sac à main sur une marque particulière, vous avez probablement déjà vu arriver sur votre interface une pub pour une autre marque de sac à main, parce que vous avez regardé un sac à main. Bon, eh bien, ça, de toute façon, c'est le marketing actuel. On ne balance pas à la ménagère de moins de 40 ans les sacs à main en masse, comme ça, en essayant de voir ce qu'il y a, parce qu'il y a la ménagère de moins de 50 ans qui est plus nature, plus urbaine, plus machin, et du coup, vous allez avoir vos produits ciblés par rapport à ce qui vous intéresse. Et ça, c'est de la sociologie. Voilà. Liste non exhaustive, mais c'est un exemple de métiers vers lesquels on forme. Dans quel secteur? Alors, c'est pareil, on va passer vite. C'est valable pour tous les secteurs, en vrai. Hein, on va tout vous mettre. Je crois qu'on a juste oublié la santé dedans, qui est aussi... il y a la pharma. Non, oui, l'industrie pharmaceutique et la santé. Alors, c'est vrai que c'est plutôt dédié au profil issu de parcours biologie, chimie, santé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Mais évidemment, il y a toute la partie santé, sur toute la partie accompagnement, et de toute façon, ça va se développer parce que vous savez bien que si vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de choses qui vont bouger suite à ce qui s'est passé. Hein. En particulier sur la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé, c'est important de bouger ça. Voilà. Et ils ont beaucoup de retard parce que c'est des questions réglementaires. Donc,
oh, ça on va passer vite, hein, c'est tous les outils. En gros, vous pouvez être soit sur la partie direction digitale de l'entreprise, soit dans un cabinet externe. Vas-y, là, tu peux passer vite. Voilà. Juste pour vous montrer aussi que, évidemment, nous, on travaille, et c'est valable pour plein de monde, mais on travaille avec des sociétés de ces secteurs-là, donc à la fois des grosses structures qui recrutent, hein, mais qui sont des structures mères. Vous voyez, Air France, Decathlon, c'est des structures mères, et d'ailleurs qui font aussi beaucoup de e-commerce. Exactement. Et vas-y, passe pour la suite. Des agences web et des agences digitales, parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui est responsable de la communication Air France et qui va faire que ça. Hein. On fait appel à des agences digitales qui vont proposer des plans de communication, qui vont proposer des outils digitaux à Air France, mais ils peuvent travailler avec Publicis, BETC, des plus petites sociétés. Vous connaissez Publicis, typiquement, c'est une agence digitale, enfin une agence de communication qui est devenue aussi, évidemment, en communication digitale. Mais voilà, ils passent par des agences, il n'y a pas quelqu'un qui fait que de la com à Air France. Il y a des briefs, exactement. Voilà. Après, donc il y a d'autres choses. Donc, on n'a pas parlé des ESN, mais c'est pas très grave, des entreprises de services numériques. Donc, c'est toutes les sociétés, ce qu'on appelle les cabinets de conseil, Capgemini, Deloitte, Sopra, CGI, voilà, qui sont des grosses structures de conseil. Enfin bon, en gros, tout ça pour vous dire, c'est que soit vous êtes dans la société mère, soit vous êtes dans une agence qui est spécialisée, que ce soit des agences de communication ou des agences de conseil. Et vous travaillez pour plusieurs entreprises. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos étudiants? Je crois qu'on a déjà en partie répondu à la en fonction des questions. Alors, bah là, il y a le titre RNCP. Le diplôme RNCP sur lequel on vous forme. Il y a également à l'écran je reviens juste les taux d'insertion, on en parlait, en sortie de MBA 2. Comme je vous l'ai dit, après, si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, n'hésitez pas à me contacter, on rentrera plus dans le détail. C'est vrai que l'objectif n'était pas forcément de détailler trop l'école, parce que l'idée, c'était de répondre un peu à la problématique d'insertion professionnelle des sciences humaines. Mais donc nous, on est un peu le témoin, parce qu'on est l'école qui... on reçoit des candidats de ce type-là, on a monté ces programmes-là, mais l'idée, c'était plus de témoigner sur ça que de parler vraiment de l'école. Donc, bon, voilà, on a répondu en partie. Sachez que simplement, ça reboucle un peu sur ce qu'on disait, donc l'évolution des compétences qui était purement scientifique au départ, et puis après, il y a eu de la concurrence, donc il a fallu qu'on parle de communication, de gestion de projet pour être concurrentiel, et maintenant, la double compétence, elle est devenue indispensable. Il y a 15 ans, on était très peu à le faire, on était quasiment d'ailleurs les seuls. Là, de plus en plus, je pense que vous avez dû voir apparaître des choses, même à l'université, où on fait de la compétence, je ne sais pas, droit, sciences humaines, lettres, je sais pas, lettres, histoire, j'en sais rien, mais on ne peut plus se contenter d'être expert sur un secteur. L'avantage que... Enfin, nous, on a choisi notre problématique, c'était de former des gens à partir de leurs compétences initiales sur une thématique gestion de projet managérial et digital. Enfin, orientée un petit peu technologie et digital. Voilà. Donc, nous, c'est ça notre double compétence à nous, ça marche très bien. En termes d'insertion professionnelle, on a beaucoup de bouche à oreille de candidats et d'étudiants. Voilà. Mais on reste une école familiale. L'idée, c'était comme l'admission parallèle, on ne prend pas des masses de gens en post-bac, on ne prend pas des masses de gens qu'on ne pourra pas intégrer sur le marché du travail. Typiquement, on a beaucoup de biologistes, mais on ne va pas non plus faire une école où il y a 1000 personnes en bio, parce que ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir trouver un job qui les intéresse. C'est pareil pour les sciences humaines, c'est pareil pour ça. Mais les sciences humaines, il y a un gros potentiel pas exploité qu'on voudrait. On voudrait vous aider, en fait, sur le marché du travail, parce qu'on a vu qu'il y avait des vraies réussites. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on est l'une des premières écoles à avoir un parcours assez transverse. Nous avons formé beaucoup sur une expertise ou une compétence. Et nous, on est né à travers l'informatique en 2002. Et justement, par exemple, en informatique, il leur manquait à cette époque des compétences en management et gestion de projet pour pouvoir diriger des services dans l'informatique, par exemple. Donc voilà comment on peut aider ce concept de l'école IANIS-STM, une formation assez transverse, qui du coup forme sur la gestion de projet et sur une expertise digitale informatique, biotechnologie ou énergie, et qui va aussi, et ça c'est très important, je crois, dans la double compétence, cette notion un peu de curiosité, de comprendre le métier des autres et pouvoir interagir avec différents profils. Tout à fait.
Et juste pour vous dire aussi qu'on fait partie du groupe IONIS, pourquoi c'est important de le savoir, le groupe IONIS qui est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France, c'est pratiquement 30 000 étudiants maintenant. Et ils ont 2 pôles, un pôle business, un pôle techno. Et aussi, c'est comme ça qu'on est né aussi, parce qu'ils se sont dit, ben, c'est dommage, les écoles de gestion ne parlent pas avec les écoles techno, et si on faisait quelque chose qui parle aux deux. Et voilà, c'est l'interface, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le nom de groupe, du lycée STM. Voilà, alors au niveau du programme, alors on a rapidement parlé pour revenir sur le programme, donc sur l'année préparatoire et la première année de MBA. Chez nous, on est du coup sur un tronc commun, vous voyez 3 principaux modules, un module entreprise, un module professionnel et un module orienté digital, hein, pour vous les sciences humaines. Et à partir du MBA 2, donc je vous l'ai dit, vous vous spécialisez sur une spécialisation un peu plus spécifique pour vous orienter sur des métiers. La mise à niveau du coup MBA 2 va reprendre un peu ce qu'on voit à l'écran, mais on va surtout, et d'ailleurs vous souffrez un peu, c'est normal, c'est une bonne guerre, vous former aux outils du digital sur ces 3 mois. Et je vais vous dire aussi, parce que c'est une petite remarque, mais c'est important parce que c'est d'actualité, vous avez probablement suivi les résultats du bac. Et les chiffres disent qu'il va y avoir 50 000 étudiants supplémentaires cette année à l'université, parce qu'il y a de meilleurs résultats au bac. Intrinsèquement, il y en a beaucoup qui vont aller à l'université. Donc, ça sera, en termes de sortie de diplômés, encore plus concurrentiel pour vous. Hein. Donc oui, parfois, il faut aller dans peut-être des terres qui nous sont moins familières, mais c'est vraiment important. Exactement. Alors oui, voilà, c'est les spécialisations qu'on affiche. Alors, comme on dit, comme on aime bien le dire, sur la 3e année, donc on est sur une année d'harmonisation. Hein, on va reprendre un peu forcément les bases. Hein, donc il y a forcément un peu de mathématiques, il y a de l'informatique, il y a du management. On commence déjà la partie gestion de projet. C'est assez important. On a la première année de MBA qui est plus de la stabilisation. Donc là, on va commencer à rentrer encore plus sur des notions de marketing digital. On va aussi comprendre ce qu'est une base de données, parce qu'on a parlé de big data tout à l'heure. On va regarder aussi comment s'organise la programmation web. Enfin, voilà, différents sujets liés au digital et à l'informatique. Et en MBA 2, du coup, vous vous spécialisez chez nous, donc soit en sciences humaines et sociales et digitales, soit en marketing et data analysis, qui aussi le traduire par big data, en management et informatique, en finance et informatique, ou en business, digital et informatique. Voilà, un peu pour le parcours, sachant que sur chaque année, vous avez un stage à réaliser de 6 mois pour les MBA et MBA 2, pour les bachelors, c'est de 3 ou 4 mois. Et il y a aussi possibilité d'intégrer un cursus en alternance. Tout à fait. À partir du MBA 1 chez C'est voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Cécile. Oui, en fait. On a essayé de faire le tour. Ouais, 1 heure, c'est très court et j'ai beaucoup parlé, encore une fois, navré. Bon, voilà, donc dites-vous qu'on n'a rien inventé, on se cale sur les besoins du marché et que les besoins évoluent et évolueront de plus en plus, que la digitalisation des métiers, de toute façon, ne va aller qu'en grandissant, que les métiers eux-mêmes, enfin le télétravail, tout le monde en parle, mais c'est une vraie réalité, la décentralisation va jouer aussi. Il y a une vraie transition, alors peut-être qu'il y a aussi une grosse transition sur la partie, le verdissement de l'économie, comme on dit, et dans le verdissement de l'économie, les sociologues ont aussi un intérêt sur les humaines, sociales, lettres, en partie au niveau de la communication, un vrai intérêt et une vraie carte à jouer. Hein. Ce n'est pas que du développement durable, c'est tout un processus et des réflexes qu'il faut perdre pour en acquérir d'autres. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a des questions, Julie? Oui, tout à fait. Nous avons une question de Max qui nous demande « Est-ce que vous avez des entreprises partenaires pour les stages ?» Alors, oui, vas-y, alors, déjà, avant de parler d'entreprises partenaires, on a quand même un accompagnement qui s'organise de la façon suivante. Donc, il y a un responsable pédagogique qui est dédié pour chaque filière qui valide un CV orienté professionnel, monde de l'entreprise. Vous avez également des cabinets de recrutement qui viennent à l'école, qui font passer des simulations d'entretien en fonction du secteur que vous visez. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés, puisqu'on parle d'entreprises partenaires, il y a ce qu'on appelle
un forum entreprise où là, ce sont des entreprises qui viennent à l'école pour vous proposer des offres, justement. Il y a également, alors là, c'est un peu différent, un job dating où c'est des anciens de chez nous qui viennent à votre rencontre, qui peuvent vous proposer en effet des offres s'ils en ont dans leur société actuellement, vous mettre en relation avec des personnes aussi de leur réseau au sein de leur entreprise. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir un petit retour d'expérience sur des métiers. Et c'est souvent la force de Unisystem, c'est son réseau d'anciens et ce côté familial, tu en parlais, Cécile, qui va faire que votre réseau va grandement augmenter et vous allez voir, l'insertion professionnelle se facilite grandement grâce à ça. Et on a bien évidemment, on peut appeler maintenant, c'est un peu la mode, un Career Center, donc on dira nous intranet, parce qu'on est resté un peu dans les... Ça va changer bientôt, mais oui. Où du coup on reçoit des offres d'entreprise et vous pouvez bien évidemment y postuler directement. Et j'ajoute et puis les intervenants aussi, tu en as parlé des intervenants professionnels, hein, parce que c'est pas à négliger, on en a chaque année qui sont recrutés par des intervenants, du coup, soit dans leur société directement, soit dans les sociétés de réseau d'intervenants, puisque, comme je vous parlais, le réseau, c'est pas directement direct, ça peut être un réseau indirect. On est bon? Eh bien, écoutez, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Je vais également te remercier, Cécile, pour ton expertise. Oui, j'espère qu'on a répondu aux questions. N'ayez pas peur, en vrai. Hein. Je fais de la méthode Coué, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Il faut juste s'en donner, voilà, sortir peut-être un petit peu de voilà, ces zones de confort, comme on aime bien dire. Mais vous verrez, la zone de confort, elle est large. Il faut juste passer le pas. Exactement. Je voulais aussi du coup remercier Julie et Florian qui sont à la technique et qui font en sorte que cette semaine de la réussite professionnelle soit possible. Et pour ma part, je vous donne du coup rendez-vous demain pour un nouveau webinaire qui là sera plus orienté pour des profils qui ont un doctorat, donc les PhD. On va notamment plus rentrer sur la partie biologie et énergie. Très bonne journée à vous. Au revoir.